Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Agnès Bédaillère, la directrice du développement de la communication et des publics à Paris Musée. Donc, Paris Musée, c'est le réseau des 14 cités-musées de la ville de Paris qui rassemble donc 14 lieux, dont le Petit Palais que je remercie grandement de nous accueillir pour cette rencontre. Avant de laisser la parole à nos invités, je voudrais sincèrement vous remercier avant tout de votre présence nombreuse avec nous aujourd'hui et qui témoigne, s'il le fallait encore, de l'importance d'échanger autour du thème de la santé mentale. Déclarée cause nationale en 2025, c'est un sujet qui nous concerne tous et qui peut toucher chacun d'entre nous, nos proches, sans distinction d'âge ou de milieu social. Il est, nous le savons, un sujet de santé publique, notamment pour les jeunes, et c'est naturellement que nous nous sommes interrogés depuis plusieurs années pour savoir comment Paris Musée et les musées de la ville de Paris pouvaient agir et prendre leur part pour prendre en compte à la fois l'accueil et la médiation des personnes en situation de handicap psychique et plus généralement les personnes en situation de vulnérabilité et de grande fragilité. Arrêt santé, arrêt inclusion sont des axes majeurs de notre politique des publics. Dans l'histoire de l'art ou de la littérature, cela fait bien longtemps que sont étudiées les questions que l'on pourrait lier aux troubles psychiques. On peut penser dans nos musées à La fille de Victor Hugo, dont on conserve les créations musicales à la maison Victor Hugo, et qui a passé de longs séjours tout au long de sa vie dans des institutions après une très grave dépression. Le nombre d'artistes dans nos collections sont pléthores. Et on peut aussi penser au mouvement de l'art brut qui a mis beaucoup en valeur aussi le travail de ces artistes. Longtemps, on a notamment parlé de la folie, un état qui a souvent été associé au génie créateur et qui donnait lieu à des enfermements et des traitements très violents à l'époque. Le romantisme, parfois exacerbé, a beaucoup entretenu cette idée, mais heureusement, les réinterprétations et le travail scientifique sont à l'œuvre. Je lisais ce matin une interview de David Hockney, qui est en ce moment exposé depuis hier à la Fondation Vuitton, qui affirmait en riant qu'être peintre, c'était aimer la vie, ajoutant « Regardez Van Gogh. À l'évidence, les seuls moments où il était complètement heureux étaient lorsqu'il peignait. » Il y a en effet urgence à déconstruire, démystifier, déstigmatiser les troubles de la santé mentale. Il y a urgence à aider, à accompagner, à accueillir, à témoigner et à rassurer. Heureusement, l'évolution est en route. Des artistes aujourd'hui témoignent. Je pense à Zao Zagazan, Stromae par exemple, des journalistes, récemment Nicolas Demorand, des événements qui sont organisés, comme le festival Pop MC que tu as organisé, Jean-Victor, et les réseaux sociaux qui sont aussi un terrain d'expression qui peut être très positif, notamment pour les jeunes, pour les sortir de l'isolement. Cette rencontre, organisée dans le cadre du mois de la santé mentale de la ville de Paris, n'a d'autre ambition que d'y contribuer modestement en interrogeant le rôle de l'art, de la création, au bénéfice de la santé mentale de chacun et de chacune, et ce que nous pouvons faire à notre échelle pour continuer à dépasser les préjugés. À Paris Musée, cet engagement se manifeste depuis longtemps dans le cadre de projets au long cours, en partenariat avec des structures de soins ou d'accompagnement. Je pense par exemple à la présentation de l'exposition singulière Regard qui a eu lieu en juin 2022, en collaboration avec le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie Neurosciences Sainte-Anne et le groupe d'entraide mutuelle. Le Passage, pour laquelle nous avons travaillé en étroite concertation des personnes atteintes de troubles psychiques. Et les patients sont devenus notamment commissaires de cette exposition sur le pseudonyme collectif Les Luciennes. Je vous invite à regarder le projet sur le site de Paris Musée. Je pense encore au parcours récent en compagnie d'une thérapeute qui sont bâtis spécifiquement avec des éducateurs et des soignants au musée et qui sont expérimentés depuis plusieurs mois maintenant au musée Carnavalier. Nos musées ne se prétendent pas thérapeutiques, ils contribuent au mieux-être des personnes atteintes de ces troubles pour leur offrir des moments de partage et de répit. L'art contribue au mieux-être, nous en sommes convaincus, et je ne peux que vous inciter à venir et revenir visiter nos collections, qui, je le rappelle, sont gratuites, ou profiter de nos jardins, ou vous exercer à de multiples activités qui sont proposées. Enfin, permettez-moi de remercier bien sûr
tous les intervenants et intervenantes qui ont répondu à notre invitation, née d'une belle rencontre avec Jean-Victor. Je remercie également tout particulièrement Raffaella Ricci qui a coordonné cette rencontre et bien sûr Hugo Spini qui a accepté d'être le modérateur de cette table ronde et à qui je cède donc la parole. Merci Agnès. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence, merci à Paris Musée, merci au Petit Palais de nous accueillir pour cette table ronde qui a pour sujet santé mentale, dépassons les préjugés, que peuvent l'art et les musées. Cet événement s'inscrit dans le mois de la santé mentale de la ville de Paris et pour être moi-même sous antidépresseur depuis pas si longtemps, je suis assez ravi que les institutions culturelles commencent à s'attaquer à ce sujet. Je m'appelle Hugo Spini, je suis auteur et créateur de contenu en histoire de l'art et j'ai l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde dont je vais tout de suite vous introduire les participantes et les participants. Et le participant. Commençons par lui d'ailleurs. Jean-Victor Blanc, vous êtes psychiatre à l'AP-HP et fondateur du festival Culture Pop et Psy, auteur et chroniqueur pour le MAG de la santé. Vous utilisez la pop culture afin de sensibiliser sur la santé mentale. Catherine André, vous êtes chargée de médiation et d'accessibilité au Petit Palais et vous venez de mener une visite avec des jeunes suivis par le groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences. Ça s'est bien passé ? Super, on est ravis. Mégane Delma, vous êtes réalisatrice, vous êtes actuellement en train de travailler sur un documentaire qui, à travers des témoignages intimes, des entretiens, des scènes d'observation et des souvenirs, raconte ce moment de bascule au moment du diagnostic. Camille Jutier, vous êtes artiste multidisciplinaire et votre travail s'ancre dans une recherche personnelle et collective autour du soin, des approches de la guérison et des troubles psychiques, thématiques intimement liées à votre expérience de vie. Marthe Péquignot et Lola Trong, excuse-moi. Vous faites toutes les deux partie des Piailleries qui constituent la galerie d'art de la Maison Perchée, qui est une association non médicalisée spécialisée pour les jeunes adultes vivant avec des troubles psychiques, visant à l'accompagnement des personnes et des proches, ainsi que la déstigmatisation. Plus précisément, Lola, vous êtes chargée des vernissages, et Marthe, vous êtes animatrice des ateliers. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Merci d'avoir suivi. On va commencer par Jean-Victor qui va nous préparer une petite... il nous a préparé pas mal de slides, j'ai vu. Merci beaucoup Agnès et Raffaella et à toutes les équipes du Petit Palais de Paris Musée pour avoir créé cet événement ex nihilo en un temps record et merci à tous d'être venus nombreux pour parler de la santé mentale. Donc moi je suis psychiatre effectivement à l'hôpital et depuis quelques années j'ai créé Pop et Psy pour parler de la santé mentale en utilisant la culture. Donc, je vous prie d'être assez indulgent. Je ne suis pas un expert de l'art, mais on va justement voir à quel point, finalement, les questions d'art et de santé mentale sont étroitement liées. Alors, d'emblée, vous le voyez dès la première slide, 3 personnes, 3 artistes, plus ou moins contemporains. On a déjà dit un mot de Van Gogh, on en reparlera, et qui reste quand même une des figures quasi systématiquement citées lorsqu'on parle du lien entre santé mentale et création artistique, mais aussi plus récemment Yayoi Kusama, qui est une artiste contemporaine japonaise, qui est une très grande créatrice, qui est probablement une des plus grandes artistes vivantes et qui vit en institution psychiatrique, donc ce qui montre qu'à la fois on peut travailler, on peut avoir énormément de succès et néanmoins avoir un trouble psychique suffisamment lourd au point de devoir être hospitalisé. Et enfin, peut-être que certains d'entre vous la reconnaissent moins parce que c'est une figure peut-être moins institutionnelle. Il s'agit de Lady Gaga, qui est donc une chanteuse pop qui elle-même utilise l'art et l'art contemporain dans son travail, notamment avec cette fameuse robe viande qui avait fait pas mal de polémiques. Mais il faut savoir qu'il y a en fait un hommage et une utilisation d'une œuvre d'art d'une artiste qui s'appelle Yannette Senac. Alors j'écorche sûrement un petit peu son prénom, son nom.
qui est une artiste des années 80, qui justement en fait avait créé cette robe à base de vrais morceaux de viande pour interroger, quelque part un peu choqué, en disant finalement quelle est la différence entre du cuir, qui finalement c'est la même chose, mais avec une consonance et une utilisation culturelle acceptable, et des morceaux de viande crue qui tout de suite soulèvent peut-être le cœur, néanmoins des interrogations. Alors, à charge de moi de définir un petit peu la santé mentale. Alors, ce n'est pas ma définition, c'est celle de l'OMS, qui, on va le voir, est très ambitieuse. La santé mentale, c'est défini comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, vaste ambition. Si je vous demande alors qui est en bonne santé mentale, on n'aura peut-être pas beaucoup de mains levées, mais preuve que voilà, peut-être Hugo, tu pourras nous dire plus tard. On voit que c'est une définition, alors la psychiatrie comme l'essentiel de la médecine est très infusée de la culture nord-américaine, on pourra en reparler, c'est un état de fait, en tout cas c'est comme ça que la science marche aujourd'hui, c'est une définition qui est très productive, néanmoins qui est quand même intéressante, notamment si on la place dans le contexte artistique. Finalement, un artiste qui va bien, c'est un artiste qui a la parole et qui a ses moyens, les moyens de créer, les moyens d'apporter sa contribution à la communauté, et je trouve que cette définition, en ce sens, elle est assez intéressante. Alors, on va aller assez vite, mais on part évidemment de l'Antiquité, avec d'emblée Dionysos, le dieu qui était donc souvent, on résume à dieu du vin, mais c'est aussi le dieu des excès, de l'inspiration et de la création artistique. On voit que d'emblée, dès l'Antiquité, il y avait un lien étroit entre finalement santé mentale et création artistique. Un peu plus récemment, c'est Aristote qui, lui, dans sa citation assez célèbre, a qualifié d'un lapidaire cette question. Finalement, il n'y a point de génie sans folie. On va voir que quand même en 2000 ans, on a fait quelques recherches, quelques découvertes, et qu'on va dire qu'on est un petit peu moins affirmatif. Néanmoins, on voit bien que dès quasiment les débuts de la civilisation, en tout cas la civilisation grecque, il y avait quand même ce lien étroit qui était tissé. Beaucoup plus récemment, pour le coup, c'est James Blake, un artiste de musique contemporain, qui lui a dit et dénoncé quelque part un mythe sur les artistes. Il faudrait être anxieux pour être créatif, déprimé pour être un génie. Tout ce que je peux dire, c'est que l'anxiété ne m'a jamais aidé dans mon travail et elle a détruit le processus créatif de beaucoup de mes amis. Ça, ce qui est intéressant, c'est que, on va le voir, on sort un petit peu de cet héritage qui a été pendant très longtemps la seule parole qu'on avait lorsqu'on parlait de l'art et de la santé mentale, c'était il faut être finalement un génie, voire un génie maudit, voire quelqu'un qui va rechercher la souffrance pour créer. Et aujourd'hui, on a des voix qui sont dissidentes et qui correspondent finalement à une réalité. Comme on l'a vu dans la définition, en fait, pour créer, quand créer c'est son métier, pour créer quelque part, il faut aller bien parce que la création artistique, c'est probablement un des métiers les plus exigeants qui puissent exister. Pourtant, et ça c'était impossible de parler sans parler de tout le mythe autour du Club des 27, de sexe, drogue et rock'n'roll. Bon, dans cette une de Rolling Stone, qui parlait du décès de Jim Morrison, donc le leader des Doors, il est hot, il est sexy et il est mort. On voit à quel point il y avait quand même une fascination un petit peu morbide autour de cette question, avec beaucoup d'artistes pour qui le Club des 27 relevait quasiment d'un objectif de vie. Alors ça, pour le coup, c'est les trois secteurs professionnels dans lesquels il y a le plus de consommation sur les lieux du travail. Alors, je vous ai un petit peu spoilé le gagnant. Si je vous disais dans quel secteur professionnel on consomme le plus de substances pour tenir le coup, peut-être que vous n'avez pas vu, vous diriez quoi? Le BTP. Quelqu'un qui a de bons yeux, ou alors qui le savait déjà. Effectivement, en deuxième. Alors, vu le titre de la conférence, oui. Très bonne réponse, mais c'est la troisième. En deuxième, c'est art et divertissement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fois, c'est un secteur qui est particulièrement concerné par les problèmes de santé psychique, qui
qui n'est pas non plus finalement le plus concerné, mais qui est néanmoins dans le top 3. Ce qu'il faut voir, c'est que ces 3 domaines, ils ont en commun le fait d'être des métiers avec souvent une précarité, avec souvent des horaires difficiles, avec pour notamment le BTP une pénibilité physique forte. Et donc ça permet en fait de regarder un peu dans différents secteurs, aussi de sortir un peu de cette fascination qu'on peut avoir autour de la santé mentale uniquement dans le milieu de l'art et du divertissement. Là aussi, on va aller un peu plus vite, mais c'est des chiffres en gros français et américains qui montrent que le secteur de l'art, mais alors qui est souvent aux États-Unis mélangé avec le secteur du divertissement, c'est des professions qui sont particulièrement exposées au risque de troubles psychiques. Ce qui est important de savoir, c'est que ce risque, on va le retrouver au sein des professions créatives, mais aussi au sein des industries. Et alors c'est peut-être un gros mot, mais on peut parler d'industrie créative, puisque autour des artistes, il n'y a pas que les artistes. Et aujourd'hui, on est dans un musée, on le voit bien. Il y a tout un écosystème. Et en fait, on va voir que, comme dans la musique, par exemple, il va y avoir autant de souffrance chez les artistes que chez ceux qui vont travailler auprès des artistes dans le secteur de la musique. Ce qui montre qu'en fait, il y a probablement un lien avec la créativité et la santé mentale, mais pas que. C'est aussi une question finalement d'industrie et de secteur professionnel. Ce qui amène à la question vertigineuse de lien entre célébrité, créativité et santé mentale, ici illustré avec Britney Spears. Encore faut-il définir la créativité. Là, vous avez une peinture faite par Britney Spears elle-même. Alors, on ne va pas demander à Agnès ce qu'elle en pense du point de vue pictural. Néanmoins, ça pose la question parce que aujourd'hui, quand on parle des artistes, il faut avant tout définir la créativité. On peut être artiste sans être très créatif, on peut être très connu sans forcément également être un artiste. En tout cas, c'est des questions qui sont assez vertigineuses. La créativité, on peut la définir comme l'habilité à transformer des idées neuves et pleines d'imagination en réalité. Ce qui, d'emblée, pose aussi un postulat, on peut être créatif sans être artiste. Il y a beaucoup de professions, par exemple, pour être un grand scientifique, un grand architecte, un grand sportif, ça nécessite une certaine créativité sans forcément se considérer comme un artiste. Et ça, pour le coup, il y a une étude qui l'a montré, où ils ont regardé en fait la santé mentale en prenant 1000 personnalités publiques qui avaient eu leur portrait dans le New York Times, donc un petit peu l'équivalent du Monde, ce qui montre que c'était des gens suffisamment connus, mais pour le coup, pas que des artistes. Et en regardant les troubles psychiques parmi ces 1000 personnes, ils ont vu que les métiers artistiques avaient 2 fois plus de risques d'avoir des troubles psychiques, en premier lieu la dépression et les addictions. Ce qui montre qu'il peut y avoir effectivement un lien avec la création artistique, avec aussi parfois le style de vie, notamment la consommation de substances, mais aussi beaucoup les représentations. Parce qu'aujourd'hui, et on le voit avec des prises de parole comme celle effectivement de Nicolas Demorand ou des sportifs, un sportif qui va mal, qui dit « j'arrive plus à me lever, je ne sais pas si je vais réussir à participer à la prochaine compétition », en général, l'entourage, il va lui dire reprends-toi, il faut peut-être que tu consultes. En tout cas, il ne va pas lui dire c'est génial, tu es en train de surpasser tes capacités, prends un petit peu de cocaïne et d'alcool et tu vas nous faire un chef-d'œuvre. C'est un petit peu, malheureusement, ce qu'on va dire à un artiste qui va mal, parce que nous-mêmes et les artistes eux-mêmes peuvent avoir encore cette représentation que quelque part, plus on va aller mal, plus on va pouvoir accéder à la création, voire au succès. Et que cette idée, elle est extrêmement vénéneuse et elle mérite, je pense, d'être remise en question. Au niveau des données, ça c'est une étude assez récente et très intéressante qui montre que le lien entre créativité et troubles psychiques, il pourrait se transmettre de manière héréditaire avec notamment, et c'est vrai que quand on le dit et quand on regarde finalement dans les familles d'artistes, c'est quelque chose qui se réalise assez souvent. C'est des études qui sont faites sur ce qu'on appelle des registres dans les pays nordiques. Donc c'est des études qui sont, globalement, c'est un peu comme si on prenait les chiffres de la sécurité sociale, qu'on regardait dans la population qui avait eu un trouble psychique et finalement en retraçant qui avait un métier artistique. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les personnes apparentées donc dans la famille des personnes ayant eu un trouble bipolaire ou une schizophrénie avaient statistiquement plus de chances d'exercer une profession créative, tout type de métier confondu. Ce qui est quand même assez intéressant, et c'est pour le coup la preuve aujourd'hui la plus éloquente qu'on aurait
de se dire qu'il y a vraiment un lien entre finalement troubles psychiques et créativité, puisque, encore une fois, c'est des études, ça peut paraître un peu simple, mais c'est des études qui étaient très difficiles à mener, puisque vous imaginez bien définir une profession créative dans toute une population, etc. etc. Et c'est ce qui est assez fascinant, et c'est ce qu'on disait en introduction avec notamment Van Gogh, hein, c'est que les artistes vont quelque part aussi utiliser leurs émotions, leur sensibilité pour créer, et c'est ce qui rend la création artistique aussi évidemment fascinante. Ça, c'est une citation de Van Gogh qui, dans une lettre à son frère Théo, lui disait « Je suis même porté à croire que le portrait te dira mieux que ma lettre comment je vais, et cela te rassurera, il m'a coûté du mal. » Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette idée aussi que à travers la création, il y a une vertu finalement apaisante, voire alors thérapeutique, ce serait un grand mot, mais que c'est aussi une manière pour beaucoup d'artistes d'exprimer leur sensibilité, peut-être mieux qu'à travers certains mots ou certaines prises de parole. C'est ce qu'on voit également, si on saute dans un autre registre, celui du cinéma, dans le film largement autobiographique, Douleur et gloire de Pedro Almodóvar, dans lequel il explique, alors ça parle globalement d'un cinéaste, d'un réalisateur espagnol issu de la Movida, bon, toute ressemblance n'est pas anodine, et il parle finalement de sa construction, des traumatismes qu'il a dû endurer, de son rapport à l'addiction, avec ce titre éloquent pour un film sur finalement sa création artistique qui est donc Douleur et gloire. C'est aussi ce qu'on voit pour le coup dans un documentaire qui s'appelle McQueen sur le créateur de mode Alexander McQueen, qui est un très beau documentaire qui pose quand même néanmoins beaucoup de questions, puisque pour ceux qui ne situeraient pas exactement, donc c'est un grand créateur de mode des années 2000 qui s'est suicidé. Et quand on regarde le documentaire donc, sur sa vie, en fait, son équipe artistique explique, et c'est vrai que c'est assez glaçant, qu'en fait, lors de la dernière réunion qu'ils ont eue avec lui, il explique son prochain défilé. Il dit, je vais rejouer le défilé dans une boîte en verre comme j'avais fait un de ses premiers défilés qui avait eu beaucoup de succès. Et dit, et à la fin, je vais me mettre dedans et je vais me tirer une balle. Et en fait, l'équipe créative est probablement tellement fascinée par le génie créatif et par toute cette fascination qu'on a pu avoir autour des troubles psychiques envers les artistes, qu'à aucun moment quelqu'un se dit il va quand même très mal. En fait, là, il est en train de nous dire qu'il veut se suicider. En l'occurrence, il s'est suicidé, alors pas sur ce mode-là, mais quelques jours plus tard, ce qui montre à quel point ces idées peuvent être extrêmement toxiques et là aussi ne serait pas possible dans d'autres domaines que celui de la création artistique où le mythe un peu du génie a pendant longtemps et trop longtemps clairement justifié finalement une souffrance et un prix extrêmement élevé. Alors pour le coup, on va aller là aussi un petit peu plus vite. Aujourd'hui, de nombreuses célébrités artistiques parlent de leur santé mentale. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une photo du mariage de Britney Spears, alors qui elle-même a été longtemps sous tutelle. Elle est au milieu d'une brochette de stars qui ont tous en commun le fait d'être des stars américaines, qui ont beaucoup de succès, qui sont toutes pimpantes lors de ce mariage. Elles ont un autre point commun, c'est d'avoir toutes parlé de troubles psychiques en leur nom propre, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui pour le coup est un phénomène complètement nouveau. Donatella Versace a parlé de son addiction à la cocaïne, Paris Hilton du fait d'être atteint d'un trouble avec déficit attentionnel et hyperactivité, Drew Barrymore de son addiction avant l'âge de 15 ans à la cocaïne et à l'alcool, ayant été pendant longtemps une sorte de record woman puisque ça a été une des célébrités les plus jeunes hospitalisées en cure de sevrage avant même sa majorité. On aurait pu se dire, voilà, elle va jamais s'en sortir. C'est vrai qu'en tant que médecin, on se dit quelqu'un qui est déjà dépendant à la cocaïne à l'âge de 12 ans, c'est quand même un pronostic qui est assez sombre. Et pourtant, aujourd'hui, elle est sobre et elle en parle beaucoup dans son art et dans un talk show qu'elle anime. Et enfin, Selena Gomez, qui, elle, se définit aujourd'hui comme une activiste pour la santé mentale, ayant parlé de son trouble bipolaire. Il n'y a que, par exemple, Madonna, qui est au centre avec cette jolie petite paire de lunettes, qui n'a pas parlé de santé mentale. On peut se poser la question de aussi, on va dire, l'écart générationnel, puisque, pour le coup, elle est issue d'une génération dans laquelle on ne parlait pas de ces sujets de manière aussi libre.
Ça, c'est quelque chose qu'on a mesuré également avec le festival Pop et Psy, où on a posé des questions grâce à un institut de sondage Odoxa qui montre que les Français plébiscitent les prises de parole de célébrités envers la santé mentale, que ça les aide à mieux comprendre les troubles psychiques, avec un effet majeur notamment chez les plus jeunes, mais aussi chez les personnes concernées. Là où cette étude a visé un peu à répondre à une critique quelque part qu'on faisait, qui est de dire oui, mais finalement, ces stars hollywoodiennes qui disent ah, je me sens mal, j'ai un trouble bipolaire, j'ai une dépression, c'est finalement un petit peu nombriliste, et est-ce que ça aide vraiment les personnes concernées? Bon, il y a déjà, alors c'est un sondage, donc ce n'est pas une étude scientifique, néanmoins, ça apporte là aussi des éléments de réponse. Et puis, la puissance de quelque part utiliser la création artistique pour parler de la santé mentale, c'est aussi de parler des exemples de rétablissement. Celui de Niki de Saint-Phalle est probablement alors, un des plus saisissants, peut-être pas, mais en tout cas, il faut savoir que Niki de Saint-Phalle, donc, qui est une immense artiste du siècle dernier, une artiste également une activiste, a eu des problèmes de santé psychique assez jeune dans sa carrière, a eu un traitement par ce qu'on appelle les sismothérapies ou encore les électroconvulsivothérapies, appelées également les électrochocs. Elle a eu ce traitement dans sa vingtaine et elle a fait ensuite toute sa carrière par la suite sans avoir besoin d'être réhospitalisée, avec du coup atteindre le rétablissement, et notamment elle en a beaucoup parlé à quel point l'art l'a aussi finalement aidé tout au long de sa vie. Et enfin, pour finir, deux éléments sur le lien entre les idées reçues qu'on peut avoir sur la créativité et la créativité en tant que telle. Ça, c'est une étude expérimentale, c'est-à-dire qu'ils ont pris de manière aléatoire deux groupes de personnes en leur disant « on vous fait tester un nouveau parfum ». Un premier groupe, il disait « c'est un parfum de cosmétique pour que vous nous disiez ce que vous en pensez ». Bon. Et le deuxième groupe, il leur disait « alors c'est un parfum très spécial qui va booster votre créativité ». Et ensuite, ils ont fait le même test de créativité aux deux groupes. Ce qu'ils ont montré, c'est que le groupe à qui on a dit c'est un parfum qui va booster votre créativité, si encore, étant donné que ça pourrait exister, ne me demandez pas quel parfum c'est, puisque ça n'existe pas. Néanmoins, le groupe témoin, enfin le groupe sujet, donc qui a eu cette croyance-là, a eu une créativité augmentée. Ce qui montre à quel point c'est aussi une question de la représentation, et ce qui est central, on va le voir à travers toutes ces questions de santé mentale. Et donc pour finir, une dernière citation d'un artiste illustre, alors Dali, hein, je ne parle pas de Amanda Lear, qui est une autre artiste aussi forte en punchline, mais là il s'agit d'une citation de Dali, qui disait « Quand je buvais, je croyais que j'étais génial, maintenant que je ne bois plus, je sais que je suis génial ». C'est évidemment un trait d'esprit, et néanmoins, ça permet d'en dire long sur, encore une fois, ces représentations qui, je pense, et c'est un moment assez unique où justement on parle beaucoup de santé mentale, c'est une grande cause nationale. Il est important finalement de voir et de réexaminer ces idées reçues qui ont, dans le passé, trop coûté à la santé mentale et la santé tout court de trop d'artistes. Et derrière, ce qui est intéressant avec les artistes, c'est la caisse de résonance que ça peut faire dans toute la société. Voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui, donc je suis ravi maintenant de... Merci. Alors, oui, merci Jean-Victor. Et je pense qu'il faut rendre à Amanda Lear ce qui appartient à Amanda Lear. C'est pas la taille qui compte. Voilà. J'avais envie qu'on donne la parole à Camille. Puisqu'on vient de parler d'artistes torturés... Et j'ai envie que tu nous donnes ton contrepoint, justement, puisque ton travail s'intéresse à la santé, au care. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Camille Jutier, du coup, je suis artiste plasticienne. Du coup, je vais raconter un petit peu mon rapport, premièrement à la santé mentale, comment c'est arrivé ces questions-là dans ma vie, et par suite le rapport à la création. Donc la personne que vous voyez là sur l'image devant vous, c'est mon frère, Simon Jutier, qui est autiste, plutôt lourd, au sens où quand il était petit, il ne parlait pas, il était non-verbal, et du coup, notre relation a été construite beaucoup autour de sa situation à lui, et on a trouvé des moyens de communiquer différents. Juste pour préciser, l'autisme, c'est pas un trouble psychiatrique, c'est une condition neurodéveloppementale qui est différente de la norme neuroatypique. Donc, c'est pas à proprement parler un problème de santé d'être autiste, mais du fait
d'une autre appréhension du monde, d'une autre façon de vivre les sensations, les perceptions. Ça entraîne en fait aussi souvent des difficultés d'adaptation, de compréhension, et parfois ça peut provoquer des sentiments de rejet, de tristesse, etc. Donc en fait, la santé mentale des personnes autistes, elle est engagée, on va dire, plus comme une conséquence en fait de non-adaptation ou une difficulté d'adaptation à une norme commune. Et voilà. Et du coup, donc mon frère, quand il était petit, ne parlait pas. Et un moyen qu'on a eu d'entrer en contact, en fait, c'est ma mère nous faisait beaucoup peindre ensemble. Et ces moments de peinture, c'est devenu comme des moments d'échange, de mise en lien, des façons d'être en relation en fait ensemble. Et c'est aussi devenu finalement un moyen de communiquer, un langage. Et donc voilà, ça a été mon entrée en fait dans la création artistique. Quand je suis rentrée ensuite aux Beaux-Arts, c'est ce que j'ai continué à travailler, et à essayer de mettre en place. C'est comment est-ce qu'en fait la pratique artistique, ça peut devenir un espace de lien, un espace de rapprochement et de compréhension d'autres types de perceptions. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec mon frère. Donc, ce que vous voyez là, c'est une installation que j'ai fait quand j'étais étudiante. Donc, c'est des tout récents travaux, enfin des vieux travaux. Enfin, bref, vous avez compris. Et qui était une installation en fait des peintures de mon frère avec un film où on dialoguait et on parlait ensemble de sa pratique. Du fait de cette approche, on va dire, spécifique envers les troubles psychiques et neuroatypiques. Du coup, je me suis beaucoup renseignée sur quel type d'artiste ou d'expérience ou de personnalité autistique avait pu avait pu mettre des choses en place. Et du coup, j'ai découvert pas mal de personnes hyper intéressantes, comme le docteur Temple Grandin, que vous voyez en bas de l'écran, qui est une personne autiste, militante autiste américaine, qui était aussi ingénieure agronome pour les vaches, et qui, en fait, en observant les vaches dans des stabules, a eu l'idée de créer sa propre machine à câlin. Et du coup, c'est ce que vous voyez sur l'image d'à côté. Puisqu'elle ne pouvait pas, en tant que personne autiste, recevoir de câlins d'autres personnes, elle a créé cet objet. Aussi de Lydia Clark, qui est une artiste des années 60, qui était la première artiste et thérapeute, ou Fernand Deligny, qui était un éducateur et poète qui a beaucoup travaillé avec des enfants autistes. Et enfin, des espaces Neusolène, ce qu'on voit tout là. Qui sont des espaces qui ont été inventés dans les années 70, qui sont des espaces sensoriels thérapeutiques. Donc tout ça a beaucoup nourri ma pratique, et c'est ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressée aux espaces d'installation, particulièrement sensoriels et immersives, aussi pour du coup essayer de produire des espaces où on pourrait faire varier les conditions de perception, dans le sens où, en fait, dans l'autisme notamment, mais dans beaucoup de troubles psychiques, il y a ce rapport différencié en fait aux sensations, notamment à la lumière, au bruit. C'est des choses qui peuvent devenir très envahissantes. Et du coup, le principe des espaces Neusolène, par exemple, c'est de les calmer en fait, ces couleurs, ces lumières, et de créer des espaces qui d'un coup pourraient plutôt devenir apaisants qu'autre chose. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de développer ensuite dans mon travail, dans des installations qui deviennent praticables, sensorielles, où il y a beaucoup de lits pour aussi pouvoir se reposer. Et voilà. Et encore aussi des peintures de mon frère qui viennent dans les espaces. Voilà. Merci beaucoup, Camille. On va continuer avec les pierreries. Comme ça, la régie est OK sur les PowerPoint, c'est dans l'ordre, c'est parfait. OK. Pour l'instant, je fais rien. Oui, donc, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, moi, c'est Lola, et avec Marthe, on fait partie donc, des Piailleries. Les Piailleries, c'est la galerie d'art de la Maison Perchée. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la Maison Perchée, c'est une association qui existe depuis 2020 dans l'accompagnement donc, des troubles psychiques chez les jeunes et de leurs proches, et qui participe aussi à la déstigmatisation autour des troubles, et notamment les troubles schizophréniques, schizoaffectifs, bipolaires et borderline. Et donc les Piailleries, c'est la partie galerie d'art de la Maison Perchée qui a été créée il y a 4 ans maintenant. L'idée, c'est d'exposer des œuvres
tous les 2 mois. Donc on lance des appels à œuvres avec des thématiques qui participent à la déstigmatisation des troubles, mais à d'autres sujets aussi annexes. Les personnes participent, ça peut être des personnes la plupart du temps concernées et qui connaissent déjà la Maison Perchée, voire qui sont adhérents, adhérentes, mais aussi leurs proches, parce que les proches aussi, je pense que tu seras d'accord sur ça, vivent des choses difficiles quand on est proche d'une personne qui est concernée et ça permet aussi de s'exprimer. Et puis parfois même des gens qui sont tout simplement pas concernés participent aussi à ces appels à œuvres. Et donc là, vous avez des œuvres qui ont été faites et exposées au sein de la Maison Perchée dans le cadre des expositions des Piailleries. On accueille tout support, vous voyez, du dessin, de la peinture, de l'écriture, de la bande dessinée, également des œuvres multimédia, audio, vidéo. L'idée étant de pouvoir utiliser l'art comme vraiment un média pour s'exprimer et se sentir valorisé. Hop, voilà, donc là, voilà, vous avez l'espace un peu plus concret. Donc c'est dans la Maison Perchée, donc au 59 avenue de la République. On a un café, on a ce grand espace d'exposition et d'atelier également. Mais Marthe parlera plus amplement des ateliers créatifs qu'elle organise lors des vernissages. Et donc voilà, on a toutes ces œuvres, une trentaine d'œuvres qui sont exposées tous les 2 mois. On organise le vernissage qui est un moment assez fort où en fait c'est une journée qu'on dédie au vernissage de l'exposition. Et c'est à ce moment-là que les personnes concernées peuvent s'exprimer sur les œuvres qu'elles ont produites et affichées. Et c'est très fort comme moment parce que les personnes se sentent valorisées, plus en confiance. Ça permet de resociabiliser aussi. Et surtout, ces samedis-là, la Maison Perchée est ouverte à tout le monde, personnes concernées, non concernées. Et donc, on se rend compte qu'on peut parfaitement discuter de manière non stigmatisante des troubles. Et l'art, en fait, est un moyen un peu indirect d'en parler peut-être plus en douceur et avec plus de confiance. On est également présent et présente lors de festivals. Voilà, ça participe à la déstigmatisation aussi et à la valorisation des œuvres des adhérents et des adhérentes et des artistes. Donc là, c'était un exemple. Alors, c'était au Facette Festival, je crois. On fait également des hors-les-murs dans d'autres lieux. L'idée, voilà, c'est vraiment d'infuser des lieux, a priori, non médicalisés et qui ne sont pas des associations autour de la santé mentale. Mais là, c'était par exemple un hors-les-murs au Palais de Tokyo. Donc, il y avait des œuvres écrites et picturales faites par des personnes de la Maison Perchée, ou en tout cas lors d'expositions de la Maison Perchée, qu'on a affichées au Palais de Tokyo. L'idée, c'est que, voilà, que tout le monde, tous puissent être confrontés, concernés ou non concernés, proches ou pas proches, à des œuvres de personnes concernées. Est-ce que ça va, là? Oui. Bon, ça me paraît très clair. Génial. Et Marthe, peut-être si tu veux... Marthe, vas-y, un petit mot sur les ateliers. Oui, je voulais présenter aussi mes ateliers. En fait, les ateliers ont lieu donc pendant les vernissages, donc ces moments un peu magiques de discussion Je vais essayer de pas trop répéter ce que tu as dit, Lola, mais ça a lieu donc au 59 avenue de la République à la Maison Perchée tous les 2 mois, et ils ont les mêmes thèmes que les expositions, mes ateliers. Et il y a une très belle variété de thèmes d'exposition. J'ai pu, par exemple, travailler sur le thème « Le portrait de mon émotion » ou « Combattre l'invisible » ou encore « Hypersensible, hyper-pouvoir ». Et récemment, on a mis la poésie à l'honneur. Et le prochain thème, c'est « Boys Do Cry », inspiré de la chanson des Cure. Pour vous décrire mes ateliers, je pense que l'art peut vraiment être un élément de rétablissement, parce que par le dessin, par la création, on peut dire des choses qu'on ne dirait jamais à l'oral. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui fait du bien. La deuxième chose qui est importante pendant mes ateliers, c'est qu'il y a des personnes concernées et non concernées qui se mélangent. Il y a aussi des proches, et les sujets de discussion tournent autour de la santé mentale. Donc ça permet de déstigmatiser, comme disait Lola. Et oui, Jean-Victor Blanc parlait de cette notion de catharsis. Je ne sais pas s'il la décrivait exactement comme ça, mais c'est quelque chose qui a lieu aussi pendant les vernissages ou pendant mes ateliers, où on voit que les œuvres peuvent contenir des choses qui nous sont arrivées.
ou que la personne a traversé, et que ça permet un peu de faire une purge. Mais je trouve ça très important que mes ateliers, ce ne soit pas que ça, que ce soit aussi le moment où on peut raconter complètement autre chose. Et ça aussi, ça participe au bien-être. Et oui, ce qui est assez magique à la Maison Perchée, c'est la qualité des œuvres, je trouve, même si je tiens à rappeler que ce qu'il y a d'important et de déjà gratifiant pendant l'atelier, c'est d'avoir déjà produit quelque chose. Ça, c'est magique. Et ce qui est encore plus magique, c'est ce moment où on est complètement dans ce qu'on est en train de faire. Où on est complètement connecté à son corps. En fait, c'est presque une danse de créer pendant l'atelier. C'est un poète, Charles Olson, qui disait écrire, c'est danser assis, et je le ramène à mon compte. C'est un peu, produire pendant les ateliers de la Maison Perchée, c'est danser assis, c'est refaire le lien avec soi-même. Je conclue en disant que l'art, c'est un espace safe pour les personnes qui sont neuroatypiques, qui ont des troubles psychologiques, et que j'essaie de créer dans mes ateliers cet espace accueillant comme l'est le monde de l'art pour les personnes qui ont des troubles. Merci beaucoup, dis donc. Tu nous as super bien vendu les ateliers, vraiment. Moi, j'ai trop envie d'y aller maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Mégane Delmas, je suis auteure et réalisatrice. Et donc, en ce moment, je suis en train de fabriquer un documentaire sur la psychiatrie, et notamment du point de vue des aidants. Pourquoi les aidants ? Parce que j'ai été à cette place. Donc mon lien à la psychiatrie, c'est que ma mère avait une bipolarité dont elle est décédée il y a maintenant 1 an et demi. Donc au moment de son décès, elle traversait une phase dépressive assez sévère qui l'a conduite à tenter à ses jours. Et donc la première chose que j'avais dite à mon père lorsqu'il m'annonce son décès, c'est elle a obtenu ce qu'elle voulait. À ce moment-là, j'étais persuadée que c'était une question de volonté, les troubles psychiques. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai eu la chance, peu après sa mort, d'avoir été chez mon cousin, qui est un jeune psychiatre de 35 ans à Arles. Et donc, pour la première fois, j'ai été en contact avec un psychiatre à qui j'ai pu poser pendant plus d'1 semaine toutes les questions que je souhaitais sur la psychiatrie. Donc il faut savoir que moi, je n'avais eu que le diagnostic de ma mère, mais on ne m'avait jamais expliqué ses troubles. Donc en fait, j'ai vraiment baigné dans plein de préjugés, allant du déni à la colère, à la honte. Et donc en faisant de tout ça une question autour de la volonté. Et donc quand mon cousin m'a expliqué que c'était pas du tout ça, j'ai eu beaucoup de regrets, et je me suis dit eh bien ça se trouve, il y a des gens qui, comme moi, sont dans l'ignorance des troubles de leurs proches, et que la psychoéducation est peut-être la clé pour lever tous ces préjugés, toutes en fait les ignorances qu'on a autour de ça. Donc en rentrant de vacances chez mon cousin, j'ai eu l'idée d'en faire un film, et donc je me suis mise en route depuis maintenant 2 ans dans la psychiatrie. Je baigne dedans depuis 2 ans. Et donc, j'interroge donc la traversée du déni vers l'acceptation des troubles. Alors évidemment, ce n'est pas un parcours qui est linéaire. Et donc, il y a beaucoup de tâtonnements. Et puis aussi, il y a beaucoup d'incompréhension. Et très souvent, les relations, elles en pâtissent. Et donc moi, j'interroge aussi comment on répare, comment on reconstruit le lien lorsqu'on s'est incompris, lorsque de nombreuses histoires d'amour finalement sont tombées sous silence dues à l'incompréhension. Parce que j'ai vécu avec ma mère, j'ai eu énormément de colère jusqu'au moment où j'ai eu les explications que je réclamais, que mon père réclamait, que mon petit frère réclamait, et que beaucoup de gens peut-être réclament encore. Et donc, moi en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'entrevoir et de militer aujourd'hui pour la psychoéducation et d'en faire un film. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Mégane.
C'était très clair. On va passer à Catherine. On va faire un petit mot. Catherine, j'ai 2-3 petites questions, puisque j'ai pu discuter avec tout le monde, sauf avec vous en amont. Quels sont les grands chantiers en termes de médiation et d'inclusivité au Petit Palais actuellement ? Alors, les grands chantiers, c'est le grand chantier qu'on mène depuis de très nombreuses années, qui est celui d'accueillir tous les publics. Donc, l'intitulé de mon poste, c'est la médiation et l'accessibilité. Donc, on axe plutôt sur cette notion d'accessibilité plutôt que de parler de handicap, qui pourrait être perçue de façon un peu négative. Et puis, l'accessibilité, ça met en avant l'idée que c'est au musée d'aller vers, au musée d'être accessible, de se rendre accessible et d'inclure toutes les personnes, quelle que soit leur personnalité, pathologie, maladie, handicap. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup fait dans le domaine du handicap visuel. On fait de plus en plus dans le domaine du handicap mental et du handicap psychologique, avec justement de plus en plus d'intérêt pour tout ce qui recouvre justement cette notion de santé mentale, de maladie mentale, et qu'est-ce qu'effectivement l'art, et en particulier le musée, dans sa vocation sociale, peut apporter à ses publics. Et à propos de la visite qui a eu lieu en amont de cette table ronde, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot de comment ça s'organise, comment ça se passe, quelles sont les spécificités liées à ces publics ? Alors là, ce sont des publics qui sont accueillis en hôpital de jour. Donc, c'est beaucoup de ces publics-là que nous accueillons, soit pour des visites, soit pour des ateliers. Donc, soit dans le cadre de partenariats, la plupart du temps d'ailleurs dans le cadre de partenariats. Paris Musée a une convention notamment avec l'association Culture et Hôpital. Et donc, ici au Petit Palais, ça fait de nombreuses années que nous accueillons ces publics pour des ateliers. Par exemple, on a eu très longtemps une association qui s'appelle les Francs-Bourgeois, qui accueille des personnes âgées pour des ateliers de gravure. Donc nous avons la chance ici d'avoir des espaces d'ateliers, du matériel, on a des presses à gravure, et puis des équipes qui sont plasticiens, qui sont artistes eux-mêmes, donc qui connaissent la dimension, l'enjeu psychologique de la création, de la démarche artistique, et qui ont été sensibilisés et formés donc à l'accueil de ces publics. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou pas ? Je rajouterai peut-être après. Ouais, je voulais revenir sur la question de l'art qui fait du bien. Marthe et Lola, vous êtes longuement revenus dessus. Camille, tu auras peut-être un avis un peu plus nuancé, puisque tu es travailleuse de l'art et que du coup tu baignes dans le milieu artistique, et le milieu artistique actuellement subit des coupures budgétaires, on a la réforme du RSA, on a la réforme du chômage, on a le gel du pass culturel. Voilà, on y va. Donc voilà. Et ma question étant, comment prendre soin de soi quand on est de plus en plus précaire ? Comment traverser un petit peu, tout en évitant de tomber toujours dans les mêmes écuelles de l'artiste torturé qui se déboîte à l'absinthe pour ensuite écrire des vers larmoyants. Comment tu te situes, toi, par rapport à ça ? Déjà, c'est en progress. Enfin, in progress. Genre, j'ai pas la réponse de comment est-ce qu'on peut faire pour aller bien tout le temps. Pour moi, déjà, si je repars du début, l'art, c'est clair que ça a été un espace de refuge, un espace qui fait effectivement du bien, comme vous le présentiez. Et la pratique artistique, en tout cas, c'est vrai pour le repointer, c'est vraiment un espace de réappropriation du monde, en fait. Et donc, une possibilité de le transformer et de faire quelque chose qui nous fasse du bien avec. Mais effectivement, en faisant partie d'un milieu socio-professionnel difficile et qui demande aussi énormément d'engagement, de travail, de sacrifice aussi, et pour la plupart du temps beaucoup de précarité, c'est vrai qu'il faut trouver des moyens de s'en protéger. Ça fait 6 ans que je fais ce travail et je pense que je me demande tous les ans au moins 4 fois
est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Enfin voilà, j'ai récemment fait un burn-out. Enfin clairement, genre on est sur des grosses difficultés et enfin voilà, on n'avance pas vraiment sur la question de nos statuts, nos protections, etc. Je sais pas. Moi, j'essaye là de plus en plus d'essayer de trouver des espaces. Enfin, ça rejoint après la question du musée, je pense, mais de son élargissement et nous aussi de nos pratiques, comment elles peuvent sortir d'un milieu de l'art qui parfois est un peu anxiogène ou en tout cas peut s'étouffer lui-même. J'ai l'impression que des réponses peuvent se trouver un peu à l'extérieur. C'est-à-dire, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, ce qui me fait du bien en ce moment, c'est de travailler, par exemple, avec des publics spécifiques concernés. Par exemple, je travaille dans un collège avec une classe Ulysse. Et je trouve ça très intéressant dans le sens où faire une exposition, c'est évidemment intéressant et évidemment réjouissant parce que ça produit une expérience qu'on ne peut pas produire ailleurs, mais il y a peut-être une forme de coupure avec le réel. Voilà, que travailler dans des établissements avec des personnes concernées directement aussi, en tout cas moi, me fait du bien en ce moment. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu fais avec la classe Ulysse? Parce que du coup, je trouve ça très intéressant. Merci. Du coup, c'est en fait un projet qui a pu être rendu possible du coup par plusieurs structures, une association qui s'appelle Orange Rouge et le 104 et la Fondation Gulbenkian qui me financent pour faire ça et qui m'ont donné les moyens en fait de développer un travail collaboratif avec LE. Et donc le but de ce projet, donc c'est créer un espace sensoriel, comme je vous montrais tout à l'heure, donc un espace inspiré des pratiques snozolaines, qui serait un refuge pour ces élèves qui ont des spécificités sensorielles ou des handicaps sensoriels et qui pourraient ressentir de l'anxiété, notamment dans leur collège. Et dans cet espace, qui pourront venir s'y réfugier et trouver de l'apaisement. Et donc, on travaille en collaboration. Donc, on a fait plein d'expérimentations autour des matières, autour des lumières. C'est eux qui décident en fait à quoi va ressembler cette salle. Et moi, je me fais un peu la passeuse en fait de leurs envies et on essaye de construire ça ensemble. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Jean-Victor, tu voudrais dire un mot dessus peut-être sur le principe de co-construire? Qu'est-ce que la psychiatrie a à dire dessus? Alors la psychiatrie, je me fais le porte-parole de la psychiatrie. Non, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment deux choses. Je pense qu'il y a effectivement, encore une fois, le milieu artistique en tant que milieu professionnel qui, on le voit, est assez peu protecteur. Et c'est vrai qu'au vu justement de ces liens qu'on a vus étroits entre troubles psychiques potentiellement et activités créatives, quelle qu'elle soit, c'est étonnant et c'est pas normal que aujourd'hui, je crois que c'est un sujet qui est pas du tout abordé dans les écoles d'art par exemple, c'est un sujet qui commence à être un petit peu abordé et on est là pour dans des musées, mais on voit qu'il y a quand même un manque de connaissances important. Pourtant, et je suis hyper admiratif quand on t'entend, de voir justement tous les efforts qu'il faut et la conscience qu'il faut et le courage pour aller bien en tant qu'artiste, parce que c'est probablement plus difficile statistiquement d'aller bien en évoluant dans un milieu qui est comme il est aujourd'hui avec tous les défis structurels que tu as définis aussi Hugo. Donc finalement c'est vraiment le cordonnier mal chaussé et que voilà, cette image d'Épinal un peu romantique de la bohème, finalement, elle sert souvent à cacher un peu la misère, là où il faudrait effectivement plus d'éducation, plus d'information pour déjà au moins pouvoir repérer des signes et des choses d'alerte. Évidemment, ensuite, des choses structurelles. Et c'est ce qui est intéressant, finalement, dans ces liens qu'on peut faire entre création et santé mentale et plus largement la psychiatrie. C'est vrai que c'est aussi au contact, parfois, des personnes concernées, parfois des personnes concernées qui ont un handicap psychique lourd ou permanent. Parfois, c'est moins le cas, mais que aussi, peut-être que pour les artistes, c'est un peu plus
facile entre guillemets, parce que c'est jamais évident, mais d'appréhender en fait ce que c'est que la santé mentale. Et que moi je crois beaucoup et notamment c'est aussi l'objectif de l'inclusion, c'est qu'en fait tout le monde en ressort enrichi et que justement en parlant, alors c'est sûr que, et c'est ce qui est aussi intéressant et moi que j'aime beaucoup avec la culture, c'est qu'on peut aussi prendre des exemples qui vont être très spectaculaires. Celui de Yayoi Kusama, bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde non plus, évidemment, et néanmoins ça dit quelque chose qui est très universel parce que c'est aussi ça le monde de l'art et d'utiliser un peu quelque part ces grandes figures, quasiment ces mythes comme des porte-paroles pour faire passer des messages et que ça n'enlève en rien ensuite le travail, on va dire, d'association, de co-construction ensuite, et on le voit quasiment dans tous les discours qu'on a entendus autour de la question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très, très positif et puis probablement qui va permettre de trouver des solutions. Merci Jean-Victor. Je viens de me souvenir que c'était notre ministre de la Culture qui avait dit qu'être artiste, c'était faire le choix de la précarité. Comme c'est élégant. Mégane, toi, tu viens du cinéma et Jean-Victor l'a un peu dit, mais tu as peut-être envie de revenir dessus sur le fait que le cinéma est un vecteur de stéréotypes. Oui. Par exemple, là, dans le documentaire que je suis en train de faire, je questionne avant tout la question des préjugés à déconstruire pour, en tout cas, parvenir à éduquer, enfin, en tout cas, à communiquer autour de la psychiatrie et des troubles psychiques. C'est d'abord déconstruire les préjugés. Et donc, le cinéma, oui, a été un important vecteur. Il y a plusieurs mythes et je pense que tu pourras très bien aussi en rebondir là-dessus, mais j'ai par exemple des œuvres qui me viennent en tête, par exemple sur la schizophrénie et le mythe du dédoublement de la personnalité, qui a par exemple été véhiculé par un film très connu, Black Swan par exemple, où il y a ce personnage de Nina qui doit incarner le signe noir, le signe blanc, tout en luttant contre des symptômes psychotiques. Et ça, par exemple, ça donne une vision très galvaudée des troubles psy, tout en sachant qu'on n'est pas du tout informé. Et du coup, aujourd'hui, dans la société, ça participe à renforcer la peur, à renforcer l'exclusion, parce qu'on se dit... finalement, quand on regarde un film comme ça, bon, après, j'ai rien contre Aronofsky, mais en tout cas, c'est vrai que ça contribue à renforcer des images et des imaginaires qui, en tout cas, peuvent faire obstacle à l'inclusion des publics concernés. Je pense aussi, par exemple, alors, le Truman Show. Le Truman Show, où alors je crois que c'est assez clivé en termes de considération, parce que certains vont dire que ça contribue aussi à alimenter des stéréotypes sur la schizophrénie. D'autres disent non, au contraire, ça se rapproche le plus de la réalité. Voilà, et puis il y en a bien d'autres. Je pense aussi à Un homme d'exception. Qui, pour le coup, je trouve qu'il est assez pertinent parce qu'il parle d'un personnage qui apprend à vivre au quotidien avec ses troubles, et on ne fait pas tout reposer sur les traitements, mais en tout cas on peut envisager d'autres voies. Et donc c'est des choses à dire aussi à la société et au public, c'est que moi en tout cas ce que je déplore dans ce que je cherche à défendre, c'est le fait de vraiment communiquer sur les troubles psychiques, sur les maladies psychiatriques qui sont des maladies chroniques parmi tant d'autres aujourd'hui dans la société, de la même manière qu'on va parler du diabète ou des cancers, de l'hypertension. Aujourd'hui, dans l'espace public, on est éduqué à ça. On sait qu'une personne diabétique, on sait que on va connaître à peu près sa routine et on va savoir comment l'inclure dans les sphères professionnelles. Et encore parce que on a un vrai rapport, selon moi, à la maladie qui est assez étrange. Pour bien des raisons qu'on a cessé de rappeler depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense que parler de ces maladies psychiques dans la société, donc dans les sphères professionnelles, ça permettrait de normaliser ces maladies-là
comme toutes les autres maladies, et d'inclure vraiment tous les publics. Et, voilà, enfin, en tout cas en termes de solutions. La psychoéducation. On y revient toujours à cette psychoéducation. Merci beaucoup, Mégane. Tu voudrais ajouter quelque chose ou Jean-Victor, tu veux rebalancer? C'est difficile de ne pas rajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Nous, à l'hôpital, pour le coup, on fait de la psychoéducation avec le cinéma, donc qui est aussi une manière justement d'éduquer finalement et de pouvoir s'approprier certains symptômes en utilisant des films qui peuvent être très grand public, comme Happiness Therapy par exemple, qui était un des premiers gros blockbusters qui parlait de manière frontale du trouble bipolaire, mais aussi des films un peu plus anciens comme Mr. Jones. Et après, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est le manque d'éducation sur les troubles qui fait que des images, alors on peut être véhiculer beaucoup de stéréotypes, mais finalement, Black Swan, c'est vrai que c'est un film que j'ai pu projeter aussi auprès d'étudiants. Il y a certains symptômes qui sont intéressants. Après, évidemment, c'est métaphorique, le signe blanc, le signe noir. Donc, c'est pas tellement de dire, voilà, il faudrait interdire Black Swan, et de dire, en fait, ce n'est pas ça la schizophrénie, ou alors entre guillemets, tel symptôme, ça peut ressembler à la schizophrénie. Mais, et pour le coup, c'est un exemple que je cite dans mon livre. Black Swan, ce qui a été compliqué, c'est que quand il est sorti en France, bon, maintenant, c'était il y a quasiment une vingtaine d'années, il me semble, tous les journalistes ont titré cette danseuse schizophrène. En fait, c'est surtout ça qui est problématique. C'est pas tant l'œuvre en elle-même que sa réception et le fait que c'est sûr que si vous vous dites en lisant la critique, c'est un film sur la schizophrénie, vous allez voir ça, vous voyez la double personnalité, ça ne fait que renforcer des stéréotypes et notamment avec la violence, etc. Merci beaucoup. J'avais une question sur comment recevoir les publics avec des troubles psychiques. Comment, finalement, c'est le sujet de cette table ronde, c'est pour ça que vous êtes ici. Comment on prend soin et comment on forme son personnel, puisque finalement, savoir bien recevoir tous les publics, ça demande des formations. Mais comment on prend soin aussi de ses collaborateurs et ses collaboratrices. Catherine, vous voulez peut-être dire un petit mot dessus ? Oui, c'est bon. Oui, bien sûr, je me sens concernée. Bien sûr que ça passe par la formation des personnels et de tous les personnels de musée. Donc moi, je représente le service éducatif et culturel du Petit Palais, mais au musée, nous ne sommes pas les seuls concernés par l'accueil des publics. Donc ici, au Petit Palais, nos intervenants ont été formés. Moi aussi, j'ai été sensibilisée. Nous avons bénéficié, il y a quelques années, d'un partenariat, enfin plus exactement d'un mécénat, d'un fonds de dotation qui s'appelle Entreprendre pour aider, qui fait beaucoup justement dans le domaine de la santé mentale. Donc c'est un mécénat qui a duré 3 ans. Maintenant, c'est un autre musée du réseau Paris Musée qui en bénéficie, qui est le musée Carnavalet. Et l'idée, c'est de nous accompagner pour pouvoir accueillir ces publics. Et la très bonne idée, c'est de nous accompagner dans la formation donc, de nos intervenants. Et nous avons donc bénéficié de plusieurs séances de formation, d'une part avec l'hôpital Sainte-Anne, avec le centre d'expression, et avec l'INECAT de Jean-Pierre Klein, que nous avons rencontré au musée. Et nous avons bénéficié de séances d'art-thérapie. Donc tout ça fait que, en tout cas au niveau du service éducatif, nous avons des plasticiens et des intervenants qui sont, si ce n'est formés, au moins sensibilisés à la particularité et aux besoins de ces publics spécifiques. Super, écoutez, merci beaucoup. C'est très, très complet. Marthe et Lola, excusez-moi, ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu. Pareil, vous travaillez avec des publics, si je ne me trompe pas, avec des troubles psychiques. Est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous avez des méthodologies pour recevoir les publics? Comment vous travaillez? Alors, moi, c'est particulier parce qu'en plus d'être bénévole et chargée des vernissages au sein des Pierreries, je suis aussi père aidante. Donc, j'ai suivi au sein de la Maison Perchée une initiation à la père aidance pour accompagner à mon tour les personnes concernées par les troubles psychiques, schizophréniques, schizoaffectivité, bipolarité et troubles borderline. Et il n'y a pas de grande théorie, mais il y a des choses assez pratiques et pragmatiques qui sont mises en place à la maison pour faire en sorte que l'accueil de ces publics soit fait au mieux. Et c'est des choses toutes simples, ne serait-ce que on a par exemple des espaces très mobiles où on peut facilement créer un espace d'isolement si quelqu'un souffre de la lumière, du bruit, de l'hyperacousie, du fait qu'il y ait du monde. Et ben on peut déplacer
des rideaux qui constituent des murs, et créer un petit espace d'isolement. On a un espace de repos également en mezzanine, on a un espace en bas. C'est des choses toutes simples, mais avoir des lieux où la personne puisse n'avoir moins de lumière, moins de bruit, moins de personnes. On a un espace café, un espace d'exposition, un espace atelier. C'est des choses toutes simples, mais en fait qui changent beaucoup les choses. Une personne qui se sent un peu en anxiété, pas très bien, ou qui a des premiers déclencheurs, elle peut, sans abandonner l'exposition, le vernissage et la sociabilisation, s'isoler quelques instants et revenir. Et ça, je pense que ça a changé les manières d'expérimenter, d'expériencer les vernissages et les expos différemment. Et oui, on a des formations, il y a des protocoles qu'on a définis parce que la maison perchée est non médicalisée, mais quand même chapeautée par des psys, pour avoir donc des protocoles adéquats en cas de crise psychotique, crise suicidaire et tous les types de détresse qui peuvent survenir. Alors c'est excessivement rare. Moi-même, ça fait plus d'1 an que j'y suis, je n'y ai pas assisté, mais ça peut arriver, il faut le savoir. Donc oui, il y a des protocoles qui sont mis en place dans ces cas-là. On a des salariés également à la maison perchée. Voilà, donc il y a plusieurs cadres humains et protocolaires mis en place, bien sûr. Ce sont des exceptions. Il y a des petites choses simples à faire avant pour que ça se passe au mieux, mais oui. Est-ce que tu veux compléter Je pense que tu as tout dit. Okay. T'es sûre, Marthe, c'est ton moment. Bon, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup, c'était très complet. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. C'était sur le sujet d'avant. Il y a une phrase qui est quand même très importante à la Maison Perchée et que je cautionne beaucoup, c'est « rien sur nous sans nous ». Et quand on parlait de qu'est-ce qu'on pourrait dire, comment on pourrait faire le film, en fait, nous demander directement, parce qu'il y a que des schizophrénies, que des bipolarités. Et tous les troubles en fait sont multiples dans leurs symptômes, et je pense que la clé c'est ce que tu fais, c'est les immersions en psychiatrie. En fait c'est vraiment juste aussi simple que ça, c'est demander directement aux gens comment c'est vécu, et voilà, je pense que je voulais juste rajouter ça. Non mais c'est très pertinent, merci beaucoup Lola. Moi, ce qui m'intéressait aussi de recevoir autant de gens aussi spécialisés, c'était de savoir vers quoi on va, comment on y va, quels sont les axes d'amélioration pour la santé mentale du point de vue global, mais plus spécifiquement du point de vue de l'art et des musées. Quelqu'un qui veut prendre la parole en premier? Jean-Victor, au hasard. Est-ce que vous avez 3 heures pour... Non, rapidement. Cette année, c'est dans le cadre aussi de cette conférence, et on le voit bien, qu'elle passe un petit peu un prétexte. Le fait que ce soit grande cause nationale, ça permet de mettre un peu la lumière sur le sujet. On en parle énormément, et ça, c'est très heureux. Néanmoins, voilà, il y a une dérive, en tout cas un écueil possible, qui serait de sensationnaliser un peu l'intérêt et en faire un peu une mode où on va en parler beaucoup pendant très peu de temps, et puis ensuite on va passer à autre chose. Or, on l'a dit, on l'a vu, les troubles psychiques, ça existe depuis l'Antiquité, donc c'est certainement pas une mode. Et vu le monde, sans être trop pessimiste, mais dans lequel on vit, c'est pas non plus demain que ça va s'arrêter. Donc clairement, il y a besoin de choses, on va dire, sur le temps long, et notamment pour modifier les représentations. On attend aussi, évidemment, un acte, une parole et des moyens venant du gouvernement dans le cadre de cette grande cause nationale. Donc ça, on va dire, c'est un peu les espérances. Et puis après, c'est un petit peu tout à chacun de sa position, et notamment ici spécifiquement les musées, les artistes, tous les professionnels qui vont graviter autour, comment en fait rendre visible finalement ce sujet, comment se l'approprier, comment faire un peu bouger les lignes, comment favoriser l'inclusion sans entre guillemets transformer le sujet en quelque chose d'un petit peu gadget. On n'en a pas trop parlé là, mais justement tant mieux, qui tournerait que autour du développement personnel, autour de voilà, qui est un petit peu autre chose, qui fait partie du spectre de la santé mentale. Mais il ne faudrait pas que en fait, le focus il soit que là-dessus, et qu'on oublie le principal, en tout cas les personnes qui sont plus en difficulté, qui sont celles qui ont des troubles psychiques dans un secteur, la psychiatrie, qui malheureusement n'est pas un secteur, alors je sais, je ne ferai pas de comparaison avec le secteur de l'art, mais c'est un secteur qui est aussi pour le coup en grande souffrance, quoi.
Moi, je voulais rajouter que, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, il y a un problème aussi de traitement médiatique. C'est que je pense qu'on parle de la psychiatrie, on en parle beaucoup, mais jusqu'à présent, en tout cas, les médias ont plutôt parlé de la psychiatrie quand il y avait des faits divers. Et donc, les maladies psychiatriques sont souvent associées à des comportements, à des crimes, à des délits, à des infractions. Et ça contribue encore une fois à mal parler de ce sujet. Et encore une fois, je reviens sur les représentations qui doivent être déconstruites, mais très souvent les gens pensent que par exemple qu'être schizophrène ou être bipolaire, c'est, alors je vais extrapoler, hein, mais c'est se balader à poil dans la rue, hurler, etc. Alors que ça ne concerne qu'une partie du temps de ces personnes-là, parce que la plupart du temps, quand elles sont bien suivies et qu'elles ont un bon traitement, elles vivent et elles fonctionnent très normalement. Alors après, il y a des cas qui sont plus résistants et plus sévères que d'autres, évidemment. Mais je pense qu'il y a vraiment un énorme problème de traitement médiatique et qu'il faut remettre vraiment les pendules à l'heure là-dessus. C'est que ça se passe très bien, ça peut très bien se passer si on a un bon suivi, si les choses sont vraiment bien cadrées. Et voilà, en tout cas, qu'on parle de la psychiatrie pour les bonnes raisons. Oui, moi, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'expositions en ce moment sur ces thématiques, du care, de la santé mentale, etc. D'ailleurs, les équipes sont débordées, dépassées, au bord du burn-out. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comment en fait on en fait des sujets du quotidien, quoi. Comment ça devient des pratiques aussi envers les gens et pas uniquement voilà, dans l'art de manière abstraite et séparée. En tout cas, il ne faut pas que ce soit juste de la représentativité. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de concret dans les fonctionnements. Dans l'action. Ouais. Lola, Marthe, vous voulez rajouter quelque chose peut-être ? Si jamais il y a des institutions culturelles, muséales qui sont là et qui se posent ce genre de questions, moi j'aimerais conclure sur le fait que je pense que l'avenir sur ce sujet peut se construire par la psychoéducation, en formant le personnel, en imaginant des scénographies comme ce que tu fais, c'est-à-dire adaptables. On peut gérer la lumière, des espaces de confort et les lieux aussi, les lieux qui puissent être adaptables, mobiles, accessibilité, mais pour tout type de difficultés sensorielles. Et je pense que ça passe vraiment, vraiment par là aussi. Oui. Je suis d'accord. Jean-Victor, on a déjà fait appel à toi justement sur ces questions-là, des institutions culturelles, notamment le Petit Palais aujourd'hui, comme nous sommes ici. Mais est-ce que ça arrive qu'on te contacte pour co-créer des ateliers, penser des visites comment ça se passe ? De plus en plus, je pense notamment au Palais Tokyo qui a ouvert le HAMO, donc HAMO, qui est un lieu pérenne consacré aux questions de neurodiversité et de santé mentale pour tous les publics, qui est assez, alors qui est même très innovant. Je crois que c'est la première institution parisienne, voire française, à l'avoir fait, avec notamment dans un petit peu quelque part cahier des charges qu'on pourrait proposer pour ce type d'initiative. C'est un lieu qui est permanent, donc on dépasse un peu le côté événementiel, même si ça ne veut pas dire, ayant créé un festival, je ne vais pas dire que l'événementiel c'est pas bien, mais on sait que c'est sur le long terme que ça va changer. C'est un lieu qui est central dans le musée, qui est, dans le musée du Palais Tokyo, qui est très accessible. Il est avant l'entrée, il n'y a pas besoin de billets pour y accéder, et il est en résonance avec les expositions, donc c'est pas non plus une zone qui serait spécifique et on dira j'ai rien à faire là, et qui est co-créé avec des artistes, des personnes concernées. Ils ont un comité consultatif auquel j'appartiens, donc c'est vraiment une forte valence artistique, donc je pense que ça fait partie des initiatives que je trouve intéressantes et enfin novatrices en France, parce que c'est pas non plus pour casser l'ambiance, mais la France n'est pas forcément à la pointe sur le sujet de la santé mentale, de l'inclusion, des représentations de la diversité, et notamment sur ce sujet-là. Donc, ce qui rend l'élément encore plus avant-gardiste, et ce qui est important, notamment pour un lieu, il est vrai, le Palais Tokyo, dont parmi, on va dire, les critiques, il y a un certain élitisme. C'est vrai que leurs expositions sont
très avant-gardiste, pas toujours très pédagogique. En tout cas, ils font un effort et que justement ce soit cette institution-là qui prenne le sujet à bras-le-corps. Ils ont formé tout leur personnel à Premier Secours Santé Mentale France. Donc ça montre que justement on peut allier quelque chose de très pointu, très exigeant de création contemporaine et ces questions d'inclusion, et que c'est aussi comme ça qu'on redonne du lustre, je pense, à la psychiatrie et puis surtout aux personnes concernées, en fait, en arrêtant d'associer ça systématiquement à quelque chose de paupérisant, à des lieux lugubres, à des choses surspécialisées. Et c'est clairement aussi le sens de se retrouver aujourd'hui dans un endroit comme le Petit Palais, quoi. Je vais peut-être rebondir et peut-être conclure sur ce que vous venez de dire à propos de la création d'un lieu spécifique dans un lieu comme le Palais de Tokyo. Bienvenue au Petit Palais, hein. Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on aurait aussi envie de faire pour aller un peu plus loin que ce qu'on propose déjà. Un autre axe, c'est d'aller vers les jeunes aussi, hein, d'où la photographie que je vous ai mis ici de jeunes gens qui sont venus l'année dernière dans le cadre d'un projet scolaire pour réaliser avec une résidence d'artistes, hein, parce qu'on accueille aussi des artistes contemporains, des ateliers d'écriture qui ont donné lieu à la production d'un support de médiation, une balade sonore. Donc ce sont des élèves du micro-lycée qui sont en rupture de banc par rapport à une scolarité dite normale et qui sont au micro-lycée pour reprendre une scolarité et une vie avec un avenir et des diplômes. Et donc pour aller plus loin que ça, effectivement, l'idée d'avoir un lieu d'accueil qui permettrait aussi d'autonomiser ces publics, hein, parce que le fait d'avoir un espace spécifique, ça permet aussi de ne plus être forcément dans une visite en groupe ou dans une visite accompagnée, mais d'être véritablement autonome. Je pense que ça pourrait être aussi un axe très intéressant de développement de cet accueil pour nous. L'autonomie, c'est la prochaine étape. Camille, tu veux dire un petit mot? Non, c'est bon. Ouais. Lola, Marthe. Marthe, allez. Non, c'est bon, on s'arrête là. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci de votre présence. Merci pour ces échanges. Merci pour votre parole, parfois très intime. On peut passer à des questions. Si jamais quelqu'une... Oui. Bonjour Jean-Victor, vous avez évoqué un festival, mais vous n'êtes pas entré dans le détail. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? C'est le festival Pop et Psy que j'ai cofondé avec Florence Trédez et Emmanuel Fellous, qui a lieu chaque année au Grand Contrôle pendant 2 jours. Là, cette année, ce sera du 10 au 12 octobre 2025, donc à Paris, où l'idée, c'est de faire une succession de tables rondes, de talks avec des artistes, des professionnels du monde du cinéma, des humoristes, des gens célèbres, mais aussi des personnes concernées, des chercheurs, des scientifiques, des psys, pour se renseigner autour de la santé mentale, et avec aussi une exposition graphique, avec des concerts. Donc vous pouvez trouver tout ça sur les réseaux sociaux ou sur notre site si vous voulez plus d'informations. Merci à vous pour votre exposé. J'ai une question pour Jean-Victor, Lola ou encore d'autres personnes ici. J'ai beaucoup entendu le mot inclusion et diversité. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest, où les personnes qui souffrent de ces différents troubles sont enchaînées dans des espaces fermés et n'ont pas accès au monde qui les entoure. Est-ce que dans vos travaux respectifs, est-ce qu'il y a de la médiation envers d'autres zones qu'en Europe ou en France pour justement former ces personnes-là pour qu'elles puissent aussi développer leur savoir sur ce genre de troubles ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Ça permet vraiment effectivement d'aborder ce sujet. Alors, dans les actions que j'essaye de faire en France, il y a vraiment un fort scope sur les minorités, notamment parce qu'on le sait, les minorités peuvent être plus concernées par les troubles psychiques, en lien avec la précarité, mais en lien aussi avec les discriminations, avec le rôle du racisme, de l'iniquité de genre, des LGBT-phobies. Donc, c'est vraiment des sujets qu'on traite beaucoup et on a fait plusieurs tables rondes sur le sujet. Après, pour ce qui est des expériences à l'étranger, à l'international,
pour le moment assez peu. Je sais qu'il y a une fondation qui s'appelle Blue Mind, dont on avait invité la fondatrice l'année dernière, qui justement essaye de former, enfin même forme, des personnes en Afrique de l'Ouest, et notamment les coiffeuses, puisque le défi là-bas, il est encore plus élevé qu'ici, puisque, alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais il y a une poignée de psychiatres par pays. Enfin, les chiffres sont assez ahurissants. Je crois que c'est 5 au Gabon, une dizaine. Donc, en fait, voilà, il y a un enjeu populationnel qui est extrêmement fort. Et donc, l'idée, c'est de former au repérage des premiers signes et de donner des formations de santé mentale à d'autres professionnels, et notamment les coiffeuses. Donc, c'est une initiative qui est assez chouette et qui tend à se déployer justement. Pour l'instant, c'est surtout effectivement Afrique de l'Ouest. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Victor, il y a aussi le programme BREF de psychoéducation qui existe, qui est déployé sur tout le territoire national, mais qui commence aussi, qui vient de se déployer récemment au Maghreb et dans quelques pays d'Europe de l'Est, notamment, je crois qu'il y en a un en Autriche et en Hongrie, et en tout cas qui tend à se déployer vraiment à l'international, sur les dom-toms également. Et c'est un programme, en tout cas, avec lequel moi je travaille sur la réalisation de mon film, et qui s'adresse à tous les publics. Et justement, moi j'ai connu ce programme avec l'hôpital d'Avron, le site d'Avron, qui a été ma première porte d'entrée sur la psychiatrie, qui est l'arrondissement le plus précaire de Paris, avec une population qui est extrêmement précaire aussi, et qui peut avoir des difficultés à se saisir, en tout cas de ce que c'est, en tout cas sur la compréhension des troubles de leurs proches. Donc il y a aussi toute une adaptation au langage, notamment par du visuel. Il y a beaucoup d'iconographie qui est utilisée dans ce programme-là. C'est un programme d'1h30 à un rythme de 3 séances, espacées de 2 semaines. Donc il y a une vraie adaptation aussi, voilà, selon les publics, avec notamment beaucoup d'iconographie pour sensibiliser et pour toucher, en tout cas, ces populations-là aussi également. C'est déjà où, voilà. Bonjour, merci vraiment pour ces échanges. Je suis la maman d'une jeune fille de borderline qui a 20 ans, et j'ai l'impression que l'accointance entre art et pathologie psychiatrique, elle se fait surtout parce que ce sont des personnalités qui sont rejetées par le reste des industries du travail, de la société, et que du coup l'art est un peu l'aspect refuge où on rejette un peu moins, sauf à un instant où on a besoin d'argent et tout, et là on se retrouve dans les mêmes configurations que le reste de la société. Donc j'ai l'impression que cette accointance, elle se fait par rejet du reste plutôt que juste adaptabilité de l'art pour ce genre de pathologie, si vous avez un avis là-dessus. Et ensuite, pour les musées de Paris, je trouve que ça devient de plus en plus complexe. Il faut s'inscrire pour acheter des billets, il faut ouvrir, il y a des horaires d'ouverture, il y a des horaires de fermeture, mais ça c'est un peu classique. Mais en fait tout ça, ça crée des difficultés parce que les temps pour s'endormir, pour se reposer, sont pas les mêmes dans les pathologies psychiatriques. Donc, et du coup il y a toujours des décalages, et donc j'ai l'impression qu'on va plutôt vers de la complexité que vers une spontanéité simple et d'ouverture pour les musées. Voilà. Excusez-moi, c'était pas une attaque, hein, c'était juste des questions. C'était un constat, plus qu'une attaque. Mais du coup, c'est pas moi qui répondrai sur cette question pratico-pratique des horaires d'ouverture. Mais c'est vrai aussi que sur cette question très concrète des horaires, on a longtemps été sur l'idée que pour faciliter l'accueil des personnes à besoins spécifiques, il fallait des horaires spécifiques et accueillir sur les heures de fermeture, etc. Et on revient là-dessus justement dans cette idée d'inclusion où pour inclure, il faut aussi avoir ces espaces qui sont des espaces qui sont aussi des espaces temporels pour accueillir tout le monde. Et je pense qu'ici au Petit Palais, c'est important parce que nous devenons un monument qui est de plus en plus fréquenté, qui est de plus en plus touristique. On est quand même dans un quartier parisien très en vue. Donc je pense aussi que c'est important d'avoir de la place à la fois en temps et en espace pour ces publics. Je crois que Raphaëlla veut dire un mot.
Et voilà, et les collections. Alors, puisqu'on parlait d'horaire et aussi de tarification, les collections des musées de la ville de Paris sont gratuites pour tout le monde. Il y a également des conditions tarifaires spécifiques pour les expositions pour les personnes porteurs de cartes de handicap. Voilà, donc il y a un effort de ce côté-là qui est fait par les musées parisiens. La gratuité, c'est que vous pouvez rentrer sans billet, en fait. Voilà, c'est important. Donc, je sais que c'est complexe. On a encore des plans. On a le plan Vigipirate, hein, ça c'est sûr, il y a un contrôle. Mais en fait, c'est un accès libre et gratuit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer sur un site internet pour réserver un billet. En principe, vous rentrez dans tous nos musées, voir des collections gratuitement. Faciliter justement cet accès, voilà, aussi la spontanéité quand on passe devant un lieu. Donc, aidez-nous à le faire savoir. Il y a encore une question ici. Bonjour. Peut-être pour répondre à la première partie de votre question, puisque vous avez partagé quelque chose de peut-être difficile et d'intime, je voulais déjà accueillir ça. Et je dirais que c'est, concernant votre fille, je dirais que c'est juste parce que c'est un trouble dans lequel on peut parfois être amené à avoir des comportements impulsifs, des émotions très fortes, et donc ça peut parfois être en cohérence avec une forme de créativité et de création artistique, mais pour rassurer éventuellement, il y a d'autres milieux que juste le milieu artistique et culturel dans lequel on accepte des rythmes de vie différents, des changements d'humeur différents, et c'est possible dans d'autres milieux aussi. Donc voilà. Bonjour, Roxane Chebly, je dirige le fonds Entreprendre pour aider que vous avez cité, merci. Et merci parce que c'est passionnant. J'avais une question justement à tous qui revenait justement sur la question de la représentation de la santé mentale en France et ailleurs dans le monde. Au Canada, où ils sont un petit peu plus avancés que nous justement sur ces questions, les visites de lieux et la pratique culturelle peuvent faire l'objet d'une prescription médicale. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on y parviendra en France? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut espérer? C'est déjà le cas. Depuis 2022, il y a la ville et la métropole de Rennes qui ont lancé une initiative justement, les prescriptions muséales. Donc Rennes CMI. Donc le dispositif sur recommandation des professionnels de santé permet à des patients de découvrir gratuitement des activités culturelles dans des musées et centres d'art partenaires. 2 ans après son lancement, les premiers retours sont très positifs et l'idée d'une pérennisation se profile. Donc Rennes a suivi le pas de... C'est Québec, je crois, qui avait lancé ça. Donc, en France, en tout cas, ça commence à faire son petit bout de chemin. Et a priori, les neurosciences disent que l'art a un impact réel sur le cerveau et que la sécrétion, notamment de dopamine, procure du bien-être. Donc, déménageons tous et toutes à Rennes. Je crois que ça se fait également à Montpellier. On peut aller plus au soleil. Tous au musée Fabre. Et à Nantes. Mais en fait, ça se fait partout. Ça se fait partout avec des approches assez variées selon les établissements. Au département des Yvelines, on a mis en place un réseau avec 18 établissements. Donc je crois que c'est le plus gros réseau en France sur cette thématique-là. On n'est pas simplement sur de la relaxation. Le fait de se confronter avec une œuvre d'art, c'est une manière d'entrer en conversation. C'est une manière d'entrer en conversation et ça va être passionnant pour tout ce qui est du domaine de l'autisme, du domaine de la schizophrénie, mais ça va également être passionnant pour les pathologies liées au stress ou juste toutes les personnes qui sont en recherche d'une alternative à une souffrance physique ou morale. Donc si on est avec des personnes qui souffrent de cancer, avec des personnes qui sont suivies par les services sociaux, et ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer de plus en plus. Donc à l'heure actuelle, on travaille avec 10
18 musées et centres d'art, et on espère bien être à 25 l'année prochaine et mettre en plus de l'art thérapie. Mais effectivement, c'est absolument passionnant de regarder également ce qui peut se faire à Montpellier et à Rennes, mais où les approches sont légèrement différentes. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question très pratique. C'est quand et où pourrons-nous voir le documentaire sur la psychoéducation ? Alors, je ne vous vois pas du tout. Là, ici. Ah oui, pardon. Alors, il va sortir normalement en début d'année prochaine. Donc, je laisserai le diffuseur se déclarer à ce moment-là. Enfin voilà, je ne vais pas communiquer pour le moment sur le diffuseur qui Nous, on est d'accord pour faire une avant-première, en tout cas. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris. Merci pour votre intérêt. Bonjour, je voulais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé, et comme on parlait de l'avenir, quelle était la suite, vous avez évoqué notamment les aidants et les accompagnants. Vous avez parlé de votre frère. Moi, j'ai mon papa qui est en dépression, et c'est vrai qu'on n'est pas du tout informé. On n'a même pas le droit d'échanger avec la personne qui le suit. Et c'est très compliqué parce que les réactions sont compliquées à gérer. Nous aussi, on a nos soucis à gérer, etc. Et je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui est peut-être... donc je m'adresse à vous, qui est peut-être en travail, en recherche de ce point de vue-là, pour vraiment essayer d'accompagner les personnes qui sont autour, qui gravitent autour, et qui ont envie aussi d'accompagner au mieux la personne pour qu'elle guérisse ou même pour qu'elle se sente mieux, ne serait-ce que ça dans son environnement. Bien sûr. Alors, bon, il n'y a aucune règle qui ferait qu'on n'a pas le droit de rencontrer la famille d'un patient qu'on suit. Donc, après, je sais qu'il y a des variations et des pratiques différentes, mais en tout cas, c'est pas une règle. Et heureusement, parce qu'au contraire, on a plutôt intérêt à construire aussi les choses avec l'entourage. Après, il existe plusieurs programmes de psychoéducation pour les aidants. Notamment, il y a un groupe qui s'appelle Profamille qui existe, où en fait, l'idée, ça va être de prendre en charge les familles, puisqu'en fait, on le sait, avoir une personne ayant un trouble psychique dans sa famille, ça expose soi-même à plus de troubles psychiques, parce que c'est un facteur de stress, et donc en fait on peut avoir soi-même une moins bonne santé mentale. Donc l'idée de ce programme qui existe en France notamment, et ils l'ont montré de manière scientifique, que ça améliorait la santé psychique de l'entourage et donc la santé de l'aidant, de la personne concernée. Donc ça, c'est intéressant. Et après, l'autre grande association qui est vraiment la référence là-dessus en France, c'est l'UNAFAM, UNAFAM, qui est vraiment l'association la plus grande en France et qui est vraiment spécifique pour l'entourage, notamment la famille des personnes concernées, et qui là aussi anime des groupes pour les aidants et aussi donne des sources d'informations, parce qu'on l'a vu notamment dans les témoignages, souvent l'incompréhension et une partie de l'inconfort, pas tout, vient du manque d'information, du manque d'éducation. En fait, on ne comprend pas ce que c'est, et donc on a du mal à avoir la bonne posture, quoi. Alors, juste sur Profamille, ça concerne uniquement les schizophrénies. L'UNAFAM, en tout cas, intègre de façon plus large tout le spectre des maladies psychiatriques. Il y a aussi, encore une fois, le programme REF. Et d'ailleurs, le programme REF débute. En fait, c'est le début avec ces 3 premières séances. Et ensuite, ça repart à l'UNAFAM sur le long cours. Donc ça peut être aussi une solution, en tout cas... sur le long cours, si vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez débuter comme ça très facilement. Ouais, je vous remercie. J'ai allumé le micro là, c'est bon. Je vous remercie d'avoir parlé de l'UNAFAM, parce qu'effectivement, donc personnellement, je suis bénévole à l'UNAFAM, et nous œuvrons beaucoup envers les familles. Nous essayons de les accompagner, nous avons des formations, nous avons des groupes de parole,
nous avons des rencontres, des balades, et nous avons de plus en plus de correspondants dans chaque arrondissement. Personnellement, je suis la correspondante du 14e arrondissement. Si des personnes ici voilà, je peux échanger avec elles. Et effectivement, le programme Bref est tout à fait en lien avec l'UNAFAM. Et vous avez parlé de Profamille. Alors, j'ai suivi le programme Profamille. Et vous avez tout de même un autre programme qui est tout de même plus léger que Profamille, c'est Prospect, qui est sur des séquences de 2 jours. Profamille est un programme très lourd, qui est sur 3 ans. Et la première année, c'est toutes les 5 semaines à peu près, il faut savoir, avec des exercices personnels à faire. Je tiens à le faire remarquer parce que c'est passionnant, c'est très intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. Ça nous a, la personne qui était à côté de moi, on s'est connus par Profamille, et ça nous a beaucoup aidé à mieux comprendre le processus intellectuel de nos enfants. Mais il faut savoir que ça demande un très gros investissement. Voilà. Donc il y a Prospect qui est plus léger comme formation. Mais surtout, n'hésitez pas, l'UNAFAM, UNAFAM, la délégation parisienne est dans le 17e avenue de Clichy. Et n'hésitez pas à prendre contact avec l'UNAFAM si vous avez un besoin d'accompagner, si vous avez un sentiment de besoin d'accompagner vos proches. Voilà. Merci en tout cas d'avoir parlé de l'UNAFAM. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être ? Bonjour, je reviens à ce qui a été dit lors de la présentation de Monsieur Blanc à propos de l'art et le divertissement, où c'était particulièrement exposé aux troubles mentaux. Et c'est plus une hypothèse, mais je me demandais si c'était pas parce que lors de la création, il y avait une espèce de dissociation entre soi et l'œuvre, parce que ce serait extériorisé. Enfin, si on part du postulat que ce qu'on met dans l'œuvre, ce sont nos ressentis, notre soi. Et donc du coup, je me disais qu'il n'y avait pas une dissociation entre soi et l'œuvre, parce que l'œuvre, c'est extérioriser ce qui est en soi. C'est un point de vue qui est hyper intéressant. Disons qu'il y a plusieurs choses. Finalement, beaucoup des artistes qui vont parler de ça disent que c'est surtout en fait alors c'est difficile parce que c'est pas des études scientifiques, mais si on étudie un peu leur récit, qu'il y a d'un côté leur personne artistique et la personne qui sont dans leur intimité, et que c'est pas forcément la même chose, et que du coup se mettre en avant en tant qu'artiste, c'est pas forcément se mettre en avant en tant que personne. Donc et que ça a un facteur assez protecteur, notamment. Là, c'est que je parle surtout pour les artistes lorsqu'on a parlé de personnalité publique, donc de ce qu'ils vont donner comme visage pour ceux qui sont globalement médiatisés. Et après, sur l'œuvre, probablement, c'est vrai que par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Carrère, qui a pas mal parlé de son trouble bipolaire, du fait d'avoir eu également le traitement dont on parlait tout à l'heure, les sismothérapies. Il dit, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment un lien entre ma maladie et ma création artistique, mais, et c'est une idée qui est assez belle, je trouve, il dit en fait, quand je suis dans vraiment les pics de la dépression, je me dis que peut-être que ça me servira et peut-être que j'en ferai quelque chose une fois que j'irai bien. Donc il y a aussi ce temps, et c'est vrai que quand on écoute les artistes en parler de comment ils utilisent finalement parfois leur mal-être ou leurs émotions, c'est vrai également pour quelqu'un comme Sophie Calle, c'est un petit peu l'inverse de l'idée reçue qu'on en arrête de se dire c'est quelqu'un qui va très mal et qui va tout mettre dans son art. Au contraire, ils ont un tel recul par rapport à ce qu'ils vont considérer comme du matériel qui va être leur mal-être, pour ensuite le traduire en des œuvres d'art, que c'est extrêmement... moi, c'est quelque chose que je trouve effectivement assez fascinant, mais au contraire, il y a une distance assez élevée, je trouve, entre la manière dont tout un chacun pourrait vivre ça et eux lorsqu'ils le racontent, et surtout a posteriori, quoi. La toute dernière question, rapidement.
C'était très large. Qu'en est-il du lien avec la musicothérapie ou finalement le lien avec l'art de la scène et l'ouverture aux patients? Parce qu'on a parlé d'art pictural, mais je pense que ça a du sens aussi. Bien sûr, disons qu'il n'y a pas un type d'art qui aurait montré son efficacité plus que les autres, mais en fait ça va dépendre vraiment des affinités. En fait, quelqu'un qui aime la musique bénéficiera plus d'une approche centrée sur la musique que quelqu'un qui va être plutôt sensible aux arts visuels, parce qu'en fait il y a plein de facteurs culturels, individuels qui vont rentrer en compte dans cette appréciation-là. Donc finalement, ça va être des choses qui vont être complètement complémentaires et qui sont par exemple utilisées, c'est vrai, dans les soins, surtout dans les hôpitaux de jour, parce que là il y a aussi vraiment cette idée de, en fait il y a un temps pour lequel ça aide le plus et un temps pour lequel, et c'est aussi une réalité de la maladie, c'est pas il n'y a pas la disponibilité psychique pour participer et bénéficier de ce type d'approche. C'est allumé, oui. Le lien de la musicothérapie avec les musées, on l'a déjà fait ici. On est novateur en tout au Petit Palais. Voilà, on a fait des visites. On a fait il y a très longtemps. La conclusion, c'est que le Petit Palais est trop fort. Voilà. Voilà, on a déjà fait de la musique au Petit Palais. Simplement, peut-être vous rappeler aussi que c'est le mois d'avril est le mois de la santé mentale dans la ville de Paris. Donc, vous avez aussi beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres, beaucoup de tables rondes qui sont organisées dans tous les arrondissements. Donc, je vous invite aussi à consulter voilà, le programme en ligne. Cette rencontre avait lieu dans ce cadre-là. Comme vous l'avez dit, c'était un bon prétexte, mais on n'en a pas besoin. On a vu qu'il y a un travail voilà, qui est fait depuis longtemps dans les musées de la ville et partout ailleurs. Et tu as cité des expérimentations qui ont lieu, des expériences. C'est certain, je crois qu'on l'a entendu. Il y a une progression, mais il y a encore beaucoup à faire pour à la fois... on a entendu beaucoup parler d'inclusion, mais ça passe aussi en effet par l'information, la formation. Je crois qu'il y a un travail aussi qui se met en place, on en a assez peu parlé dans les entreprises. Et ça, c'est vraiment aussi important pour élargir justement l'accueil, pour que les personnalités, les directions des ressources humaines et voilà, soient aussi formées. Nous, en tout cas, à Paris Musée, on lance ce plan-là également. Enfin, c'est le rôle aussi d'intégration au niveau du travail et de comprendre et de permettre aux collègues de comprendre les personnes en situation de handicap. Il y a aussi des initiatives qui sont nées dernièrement et qui, je vois, se multiplient beaucoup. Je pense à la fresque de la santé mentale aussi, qui est beaucoup, justement, à travers ça, a pour vocation à sensibiliser. Donc, en tout cas, voilà, il faut espérer que ce ne soit pas comme un seul phénomène de mode, comme tu l'as dit, Jean-Victor, mais voilà, la présence ici, et on espère qu'on vous accueillera à nouveau nombreux pour d'autres événements. Je voulais encore à nouveau vraiment remercier les intervenants et les intervenantes qui, vous l'avez vu, ont à la fois fait applaudir. Ah oui, on me rappelle voilà, que pour les professionnels, nous organisons le 3 juin au Musée d'Art Moderne justement une présentation des activités que nous présentons aux associations et aux relais dans le cadre de la semaine. Donc c'est un moment important pour les musées de la ville de Paris où justement ces relais, ces professionnels vont pouvoir tester, être informés de ce qui sera mis en place spécifiquement pour leur public accompagné dans nos musées. Merci pour le rappel. Merci à nouveau. Merci Hugo d'avoir accepté aussi de modérer. Tout ça sans anxiolytique, je suis content, il n'y a pas de petite victoire.